Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Jeunesse Dorée. Eh bien, toute la team est à mes côtés. Oriane Tokpo, bonjour. Bonjour Habib. Un long silence, ça vous a servi à faire quoi? À bien prendre soin de moi. D'abord. Vous ne l'avez pas constaté. Bien sûr, vous êtes toutes rayonnantes. Merci. Merci beaucoup, Oriane Tokpo. L'autre intrépide qui est toujours avec nous, c'est bien sûr Atman Bouba. Atman, bonjour. Bonjour, cher Habib, bonjour, Oriane, bonjour les autres membres de l'équipe. Voilà. Bonjour, donc, les autres membres de l'équipe. Et pour parler de l'autre membre de l'équipe qui est à votre côté, c'est bien sûr Harim Lassissi. Harim, bonjour. Bonjour, Habib. Vous êtes revenu tout recueilli, avec beaucoup de soleil dans votre vie. Merci beaucoup à vous, Harim Lassissi. Eh bien, chers téléspectateurs, nous avons des innovations. Vous avez des rubriques qui sont retouchées. Innova devient Innobuzz. Sidi Livre devient des lettres et des arts. Et bien sûr, vous aurez Junior d'Afrique. Et puis, à la fin, on aura droit à Kiff numérique. C'est parti pour 1h30 d'émission. Siano Babansa. Grande le Julio me vino jumento. Atango Mexican Juan me vino jumento. Cuando yo mauni na mia do wigbo. Ni na mia con quick pan ni le me we na godo. Nu de kwachami, nu kwa video we kwachami. Nu de kwachami, we pon video we wa nu ni. Adan de go mi bo me vi se zenu mi. Mano kwata ro me de woro kan wa ho bi na honu we. Ba we mama chino do nu mi. Mo jeno do fon we no jeno do nu mi. Aso ba o we ro kweto, e de suni da we. No ro gbe me no adan wa po we pan na mo do mi do me. Ni jaji tu enu na pon, e bi we na ho. A o bi ni ba we no na pon do me te mi na mo. Ga ni oni ma ho no me. No yo ma o bo no me adan ni oni ma go yo ma. Grande le Julio me vino jumento. Atango Mexican Juan me vino jumento. Cuando yo mauni na mia do wigbo. Ni na mia con quick pan ni le me we na godo. Adan ni ma go we o. We pan ni ma wa no ma. Adan ni ma go do e go we ya we po me go ro pa la jeno cha no ma. Adan ni ma go we o ma. We pan ni ma wa no ma. Adan ni ma go do e go we ya we po me go ro pa la jeno cha no ma. Première escapade de cette émission, c'est bien sûr Buzz Papato et ce sera avec Oriane. Oriane, bonjour. Bonjour à nouveau. Alors, quelles sont les informations glanées ci et là pour nous? Alors, nous allons rapidement commencer par l'international. Car au Buzz, comme vous le savez, ce sont des informations qui font de l'exclusivité. Et pour commencer, la reine de l'Angleterre, Elisabeth II, est décédée ce jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Couronnée en 1957, elle était une légende vivante et a fait 70 ans au pouvoir. Ainsi, son fils, le roi Charles III, promet de servir les Britanniques toute sa vie. Reprenant l'engagement qui avait pris sa défunte mère, Elisabeth II, à son anniversaire. Il a été alors proclamé nouveau roi par intérim ce samedi 9 septembre 2022. En Côte d'Ivoire, l'influenceuse Emma Louest est bannie du réseau social Instagram pour des raisons qui sont restées encore inconnues. On revient alors au Bénin pour une affaire de cybercriminalité au Bénin. Deux commissaires de police républicaine ont déposé en prison par la criette ce samedi 9 septembre 2022. Selon les sources, la criette a des doutes sur les procédures menées par ses officiers de police contre les cybercriminels interpellés. Le gouvernement veut faire aussi un prêt sans intérêt aux aspirants pour permettre aux AME de bien préparer la rentrée scolaire
le gouvernement a décidé de leur accorder une avance sur salaire d'1 mois pour leur permettre de bien commencer la rentrée. Toujours au Bénin, et pour finir, le secrétaire exécutif de la mairie de Tchaourou a été limogé. Maouyon Célestin n'est plus le SE de la dite mairie pour raison rattrapée par une vieille affaire qui entache le rapport de l'enquête de moralité effectuée à son propos. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Oriane Tokwa, pour ce beau bulletin d'informations d'ici et d'ailleurs. Donc, nous allons permettre à nos débatteurs de se prononcer très rapidement sur le sujet de leur choix. Et après, je vous reviens. Alors, Atman, quelle est quand même l'information qui vous tient à cœur là? Alors, l'information qui tient à cœur, il faut le rappeler, c'est la première information qu'elle a donnée sur le plan international. Le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Et c'est une véritable part de l'histoire, Habib, qui se referme comme ça un peu sur le plan international, puisque c'est carrément la seule, je dirais même, l'une des rares personnalités ayant vécu les 2 guerres mondiales, ayant connu en fait les différentes guerres mondiales et qui soit encore là, qui soit parti. C'est bien dommage, tout homme est appelé à mourir un jour, et c'est arrivé, c'est vrai qu'elle a assez vécu. Mais bon, c'est une véritable part de l'histoire qui se refait, c'est bien dommage. Elle est morte à quel âge? Elle est morte à 96. Après avoir raillé pendant 70 ans. 70 ans, bien sûr. Encore que pendant le contexte de la Covid-19, on avait vraiment peur pour elle. Et voilà, pas la faute des choses, c'est pas le Covid qui l'emporte malheureusement. Ou heureusement. Heureusement. Arim, là, ceci? Oui, je trouve, comme Atman l'a précisé, c'est quand même une véritable page de l'histoire qui se renferme. Parce que Elisabeth II, la reine Elisabeth II de l'Angleterre, c'est quand même une figure emblématique de l'histoire. C'est l'histoire, c'est historique cet événement-là, que ce soit douloureux ou pas, c'est quand même l'histoire quand même. Et il faut quand même préciser. Il faut préciser pour la génération à venir, il faut qu'on connaisse. On a parlé des 2 guerres mondiales par exemple. Donc c'est quand même un géant, c'est une dame, mais c'est un géant quand même de l'histoire. Voilà. Bien sûr, c'est un géant de l'histoire. Et vous qui êtes quand même enseignant, on a toujours déploré le fait que le gouvernement aurait abandonné ou aurait laissé à leur sort une catégorie d'enseignants. Alors, aujourd'hui, c'est quand même chose faite. Le gouvernement qui a pensé à octroyer une avance sur salaire à cette catégorie pour leur permettre de bien reprendre l'année scolaire. Alors, quels sont... alors, vous pouvez opiner là-dessus? Alors, pour partir, je crois que avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est que... cette nouvelle-là... Déjà, je remarque que vous avez le sourire aux lèvres. Pas exceptionnellement pour cette information-là, mais c'est une raison quand même. J'avais parlé du soleil tout à l'heure. Voilà, la vérité est sortie. Alors, parce que on ne vivra pas que de ce prêt-là. Vous savez, plus que des armes qu'on parle, j'ai toujours dit, m'atteler ici sur ce même plateau, que le nom, mais déjà la désignation pose un problème pour moi. Je ne sais pas, c'est un débat qu'on fera ici, mais c'est clair que des gens qui ont déjà œuvré, exercé ce métier-là pendant 10 ans au moins dans la vacation, pour la plupart qui ont fait également l'ENS, on ne peut pas les appeler des aspirants encore dans l'enseignement. Non, le débat n'est pas là. Ici. Le débat n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi vous ramenez... Moi, je me suis toujours posé des questions de savoir. Dans un même marché où il y a des enseignants, nous sommes dans la même corporation, même pas dans la même catégorie, je suis d'accord, certes. Mais on me dira que nous allons sur le même marché. Il y a des enseignants qui ont droit aux primes de rentrée, il y a des enseignants qui ont droit aux primes des journées pédagogiques nationales que le gouvernement organise à la veille de la rentrée. Je n'ai pas compris selon quel calcul ces gens-là étaient, on ne leur donnait rien du tout. On vous aura compris. Mais non, on vous aura compris. Atman Bouba, une catégorie d'enseignants, que le gouvernement
gouvernement a pris le soin de mettre dans un programme, de le suivre, de le former, j'aurais même appris que pour cette rentrée, ils ont suivi les journées pédagogiques. Ne voyez-vous pas que le bout du tunnel est déjà dessiné? Oui, bon, c'est vrai qu'il faut dire en fait que c'est tout comme une petite lueur d'espoir qui se dessine pour les enseignants. Mais derrière, bon, tant qu'il reste à faire, c'est que qui n'a encore fait. Bien sûr, même pour vous, vous n'avez pas encore fini de faire tout de votre vie. Vous n'allez pas me dire le contraire? Non, pas du tout. D'accord. On va finir ce débat. On va pas finir. Parce que je n'avais pas répondu à la question. Oui, mais ici, malheureusement, c'est moi seul qui pose les questions. Oui, on est d'accord? Vous m'avez posé une question. Je n'avais pas encore fini de répondre à la question. Oriane, comment est-ce qu'on peut être influenceuse et quand on paie sa page, comment est-ce qu'on peut se sentir une influenceuse de ce niveau-là, selon vous? Selon moi, c'est une grande peine pour Emma Louès parce que c'est à base de ses comptes, peut-être elle arrive à garder ce grand titre d'influenceuse. Et si déjà on supprime son compte, c'est une grande perte pour elle, comme je viens de le dire. Et moi particulièrement, ça m'a touchée. Et si j'étais à sa place, j'imagine déjà. Vous, ça vous a touché, c'est ça? Oui, ça m'a touché. Oui, je me suis mise. Vous êtes parmi les fans. Elle m'inspire. Oui, je fais partie de cette femme. Je ne suis pas contre elle. D'accord. Atman? Oui, en fait, moi, je voulais me relever d'abord un aspect. Ça montre en fait à quel point les médias sociaux nous possèdent. Ça montre à quel point les médias sociaux nous possèdent. Son compte a été supprimé, mais on voit déjà l'impact que ça a. Regarde, elle a dit par exemple qu'elle a ressenti ça comme un choc aussi à son niveau. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le social, notre social est allé au-delà, en fait, c'est allé carrément dans le virtuel. Et ça nous montre en fait que du jour au lendemain, on peut tout perdre. C'est un peu comme on se réveille un jour et puis vous voyez que vos données sur votre ordinateur sont supprimées, mais vos données sur votre téléphone sont supprimées. Donc vous devez reprendre encore à zéro. Et construire une communauté, bâtir une communauté digitale, c'est pas un travail c'est un travail vraiment un travail de longue haleine. Donc on se revoit encore à reconstruire cette communauté-là en partant de zéro cette fois-ci. Oui, mais et là, c'est pas vraiment. Vous qui êtes quand même spécialiste du numérique, depuis un certain moment, vous êtes historien d'éthique, est-ce que on ne peut pas, elle ne peut pas reprendre ce compte-là? Ça dépend parce qu'il y a c'est tout un processus qui est au niveau de Facebook et je dirais de méta de l'entreprise Facebook qui porte Facebook, WhatsApp et puis Instagram. Donc il s'agit en fait de faire des démarches de leur niveau, mais là c'est compliqué en fait. Mais je me rappelle, si le compte était suspendu, je me rappelle, il y aurait de l'espoir, mais là c'est supprimé. Je me rappelle en coulisses, vous m'aviez confié que votre compte a été suspendu et vous étiez dans vos états, mais quand même vous avez pu débloquer votre compte. En fait, je vais le rappeler, c'est pas pratiquement la même chose. Mon compte n'avait pas été suspendu carrément. N'a pas été supprimé. Définitivement. Mais là, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que mon compte n'avait pas été suspendu. C'était juste des personnes de mauvaises intentions qui essaient de récupérer le compte. Et donc, c'est rentré en fait dans un processus de vérification. Le compte était toujours accessible, donc j'ai fait les vérifications en moins de 30 minutes. Je crois que vous allez nous préparer une chronique. Mais avec elle, c'est que le compte a été supprimé, voilà. Et la chronique va peut-être venir dans les jours à suivre, ce sera peut-être de voir en fait quels sont les protocoles de confidentialité qu'elle n'a pas pu, les conditions d'utilisation qu'elle n'a pas respectées et qu'on connaît en fait à la suppression de son compte. Il faut dire que ça doit être très grave, suffisamment grave pour qu'on puisse supprimer définitivement son compte Instagram. Et il faut dire qu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux que désormais qu'elle va partager ce qu'on peut partager et ce qui doit rester vie privée reste vie privée désormais. Donc, même si les raisons de cette suppression ne sont pas encore connues, ne sont pas éloquentes, on peut quand même opiner. Quand même, on doit savoir que ça doit être grave. Peut-être que ça atteint à la pudeur. Il y a pas cela, il y a pas très longtemps, on a vu sur cette même page-là, sur ce même compte, on a vu des photos d'elle totalement nues et quand même, et on peut
surfer sur cela, par exemple, et toucher autre chose. Et il faut rappeler que c'est un sale temps qu'elle est en train de passer parce que cette suppression fait lieu juste après son salon de coiffure qui est parti comme ça. Il n'y a plus de salon de coiffure. Donc, elle a vécu ces événements de successifs quand même. C'est un sale temps qu'elle passe. Arim, je la vois toujours quand même poster des choses sur les réseaux sociaux en ce qui concerne son salon de coiffure. Je ne sais pas si ça a été définitivement... Je voudrais comprendre. Le salon de coiffure n'existe plus. Parce que même dans l'élément qui a défilé sur la toile, on lit clairement que son salon de coiffure, l'événement avec son salon de coiffure est parti juste et elle vit ceci actuellement. Donc, le salon n'est plus là. Elle a parlé même de cela. Elle a fait une vidéo, elle a parlé de cela également. Après le salon, maintenant, c'est le coup dur qu'elle est en train de vivre. Oui, Atman. Oui, Arima a relevé en fait des éléments qui sont très pertinents et sur lesquels je voulais revenir rapidement. En fait, c'est de comment la psychologie des médias sociaux aujourd'hui, surtout de l'entreprise Meta, Facebook, WhatsApp et Instagram, fonctionnent aujourd'hui avec une certaine rigueur. Les atteintes à la pudeur, les atteintes à la moralité. Et ce ne sont pas forcément des humains qui sont derrière, ce sont des algorithmes. En fait, un contenu impertinent ou qui porte atteinte aux bonnes mœurs et autres, c'est suspendu directement avant maintenant l'intervention humaine. Et donc, ce sont des intelligences artificielles qui fonctionnent derrière. Et là, on va le voir aujourd'hui dans le numéro de Kif numérique. D'accord. Merci beaucoup à vous, Atman Bouba. Je rappelle que vous êtes chroniqueur du TIC sur notre émission Jeunesse Dorée. Merci également à vous, Arim Lassissine. Vous allez rester avec nous pour la chronique au niveau des lettres et des arts. Merci à vous, cher Oriane Tokbo. Vous êtes avec nous pour cette saison et pour toujours, n'est-ce pas, Oriane? Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous allons retrouver Arim Lassissi dans le bulletin des informations culturelles et l'entretien autour de Le ballet des bouffons de Hervé Totti. C'est dans un instant. Master Cat, Legend Beats. Agama onoro keren, wa mono bire suna gaze. Le ponto ele bina iwiwa, ba ihon ba elo mahomere. Aruna tuna jele swana yo, ebe we miro na fosa. Amadonu de, amabonu de, moche mere manso de numere. Ina wanu mona golo winyao, ewe zonji janyere ma. Ina wanu mona golo kento, ewe zon kere mare ma. Lero de fuego do cheni omba, lere no le do cheni gle. Yeto mana gle, akuno ikame ochi mana gle. Lero de fuego do mi tonio, lere no le do toweni gle. Towe mana gle, akuno ikame ochi mana gle. Mi jo mi do ma foje, sawe no do menjielo. Mama lune, wecho boluzane ku. Micho mi do ma toje, sawa no do menjielo. Mama lune, koji, wenu ya jiwe, mende mande we, wenu uve me. Oh, maua se dekbetwe, bonule bina maché. Mon frère, tu n'as pas raison. Laisse ta jalousie, l'hypocrisie, ça n'apporte rien. Amochonou tana uli besero, ali gontona sudo. Pero de fuego la cheni yomba, merele no le lo cheni ble. Yeto mana ble, akuno ikame ochi mana ble. Pero de fuego la mi tonio, merele no le lo toweni ble. Towe managle, akuno ikame o towe managle. Mijo mi do magoje, sawe no do menjielo. Mama lune, wecho bonuzane ku. Mijo mi do magoje, sawe no do menjielo. Mama lune, koji. Juda.
suivez votre émission Jeunesse Dorée. Toutes les informations culturelles, c'est bien sûr sur notre rubrique des lettres et des arts avec Harim Lassisi. Harim, merci d'être resté avec nous. C'est moi. Alors, avez-vous des informations d'ici et d'ailleurs? Et c'est parti, amis passionnés de la culture. Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro du bulletin des informations culturelles. Commençons tout de suite cette revue avec l'appel à candidature de la Fondation Orange pour l'organisation en 2023 de la 5e édition du prix Orange du livre en Afrique. L'appel à candidature qui court jusqu'au 30 septembre 2022 vise à récompenser un roman écrit par un auteur africain et publié par une maison d'édition africaine. Intéressons-nous à présent aux nouvelles parutions littéraires. Débutons cette rubrique par le retour remarquable du patriarche Olympe Bellikenhomme sur la scène littéraire avec son roman La danse du grand prêtre, paru aux éditions Bénélivre. Refermons brièvement cette rubrique des nouvelles parutions avec le recueil des nouvelles Kidal de notre compatriote Miti Akofa Rao. Prenons la direction du zoo. Le programme Soignons nos bibliothèques, piloté par l'ONG Tous pour le livre, a connu un succès. Il s'agit d'une opération de nettoyage de toutes les bibliothèques communales de ce département afin de les rendre plus attractifs. Du côté des événements culturels à Cotonou, l'Institut français de Cotonou, en partenariat avec l'ambassade de France au Bénin, a tenu dans son enceinte pour la jeunesse la projection cinématographique du film Adama de Simon Roubi le samedi 10 septembre 2022 à 16h. 3 jours avant, dans ce même centre se tenait une soirée de contes dénommée du conte à l'endroit des enfants. L'Institut annonce par ailleurs en cette veille de rentrée scolaire un conseil le 24 septembre prochain avec la vedette béninoise Habib Zenab. Hors de nos frontières, pour terminer ce bulletin, l'Institut français du Togo a abrité la 13e édition du festival Missé Glilo, un festival de jazz et de contes le samedi 10 septembre. C'est pour tout ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour d'autres informations culturelles si Dieu le veut. Restez donc avec nous sur Jeunesse Dorée pour avoir toutes les informations culturelles. C'est avec Harim Lassisi. Harim Lassisi, la deuxième manche de cette rubrique des lettres et des arts, c'est bien sûr le moment ultime où nous recevons un auteur pour parler de son œuvre. Et cette fois-ci, nous recevons Hervé Toti autour de Ballet des Bouffons, n'est-ce pas? Alors, sans transition, nous allons passer à l'entretien du jour et ça se passe comme vous l'avez annoncé avec notre professeur des lettres Hervé Toti, que je salue. Hervé, bonjour. 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 Vous n'êtes pas timide? Non, pas du tout. Bonjour, Harim. Oui, bonjour. Oui. Alors, beaucoup de soleil dans votre vie, comme Habib aime demander. Vous avez beaucoup de soleil dans votre vie, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien. Je rappelle que notre ami Hervé vient de perdre son cher papa. Nous vous souhaitons toutes nos condoléances, Hervé Toti. Merci. Mais c'est quand même l'ordre normal des choses. Hein. Ouais, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Paix à l'âme du disparu. Alors, et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bel et bien votre œuvre satirique, que j'appelle satirique, votre théâtre, le Ballet des Bouffons. Alors, pour y aller rapidement, on dit, vous avez écrit une pièce satirique contre la gestion politique en Afrique, en général. Oui. Quels sont les objectifs que vous visez? Très bien. Comme objectif, c'est amener les dirigeants à corriger leur manière de diriger le pouvoir politique en Afrique afin d'offrir à la jeunesse et au peuple de meilleures conditions d'existence et de vie. Et c'est justement parce que ces conditions d'existence-là ne sont pas bonnes que nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de jeunes Africains tentent l'aventure vers l'Occident, croyant que c'est de ce côté-là que se trouve l'Eldorado. Et donc, s'ils arrivaient à corriger un tant soit peu leur manière de voir la chose publique, je crois que le continent irait de l'avant. Figurez-vous que vous êtes sur un continent où vous avez suffisamment de ressources naturelles, mais paradoxalement, c'est le continent par excellence de la pauvreté. Wow.
Alors, on constate dans cette œuvre, dans cette pièce théâtrale, qu'il y a des ministres qui louangent tout le temps le président. On dit père de la nation, par exemple, père de la nation. Et souvent, dans nos pays africains, il y a ces protagonistes qui louangent tout le temps, d'accord? Ils caressent le président dans le sens du poil. Vous pensez que cela est la base ou bien la cause principale de ces bavures de ces mauvaises gestions qu'on observe chez nos présidents, les chefs d'État, ou c'est que c'est juste la mauvaise gestion? Bon, la mauvaise gestion est liée d'une part à l'entourage. Parce qu'en Afrique, les cadres qui entourent les chefs recherchent avant tout leur pain de tous les jours. La conséquence immédiate en est que ces cadres-là n'arrivent pas à dire la vérité au chef. Et donc, lorsque vous êtes avec de tels responsables, le chef qui danserait mal croirait à chaque fois qu'il danse bien. Ce qui ne se passe pas exactement quand on va ailleurs. Ailleurs, il y en a qui sont suffisamment déjà rassasiés. Et donc, dès qu'ils constatent que le chef emprunte une mauvaise piste, ils le ramènent systématiquement. Et ils sont même prêts à démissionner. Oui, oui. Encore que la notion de... Nous, voilà, cette notion-là. Nous avons déjà cette culture. Voilà. Chez nous, les gens démissionnent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas des hommes intègres qui entourent les chefs, ce n'est pas évident que ces chefs-là puissent corriger leur rapport avec la gestion du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas peur de perdre leur chaise, par exemple, ceux qui leur donnent à manger, que les gens font ça? Mais il serait mieux qu'ils puissent œuvrer à ce que le peuple puisse être à l'aise. Parce que lorsque le peuple n'est pas à l'aise, leur pouvoir devient quoi? Un pouvoir éphémère. Que vous souviennent, par exemple, qu'au Burkina Faso, il y a eu le ballet citoyen. Et avec le ballet citoyen, c'est le président Blaise Compaoré qui a été chassé du pouvoir. C'est justement parce que l'entourage, pendant ces décennies-là, n'a pas su dire au président que cette gestion-là posait problème. Ok. Et vous avez parlé de ballet citoyen tout à l'heure avec le président Blaise Compaoré. Il y a également Y'en a marre et printemps arabe dans la pièce. Et vous avez cité ces mouvements-là. Et quel était le rôle de ces mouvements-là? Et vous pensez que ces mouvements, on en a besoin? On en a besoin dans toute société. Vous avez fait ce clin d'œil-là à ces mouvements. Je voudrais en savoir davantage. C'est en fonction du rôle que ces mouvements ont eu à jouer sur le continent, à un moment donné de l'histoire même, l'histoire politique du continent. Alors, quand vous prenez ces mouvements, nous sommes dans une pièce satirique où la mauvaise gestion est dénoncée. Et lorsque vous questionnez l'histoire de l'Afrique, vous remarquez que les mouvements tels que le printemps arabe, tels que le mouvement Y'en a marre du Sénégal et le ballet citoyen ont été des mouvements qui ont conduit à une certaine gestion du pouvoir. C'est-à-dire que ceux-là qui étaient aux affaires avant que ces mouvements-là ne commencent ont été chassés du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il y a une certaine prise de conscience du peuple. Ah, d'accord. Et je suis à la page 52 de la pièce. Je lis de la bouche du personnage printemps arabe. On dit: nous sommes au théâtre, mon frère. Et le théâtre n'est pas destiné aux lâches comme toi qui cachent leurs amertumes dans des pages pour ne pas se faire démembrer par les très gentils. Et la page 52. 52. Oui. Donc, je reprends rapidement. Nous sommes au théâtre, mon frère. Et le théâtre n'est pas destiné aux lâches comme toi qui cachent leurs amertumes dans des pages pour ne pas se faire démembrer par les très gentils et philanthropes malabars de nos excellences. Alors, là, on dirait un coup de théâtre qu'on fait à quelqu'un. Je voudrais demander, c'est quoi votre conception de théâtre, très rapidement? La dénonciation. La dénonciation. L'engagement. Oui, l'engagement. Même si à travers cette dénonciation, il y a le rire qui est là, mais c'est d'abord l'engagement. Et ici, c'est le journaliste clandestin. Clandestinité, et à l'autre de lui dire non,
Puisque nous sommes au théâtre, il faudrait que nous puissions dire les choses. Bien sûr. Voilà. Arim, là, si. Alors, nous avons, on peut parler il s'agit du théâtre, d'un théâtre populaire. Mais en même temps, on a un théâtre cultivé, très cultivé, parce que vous avez fait une très belle part à l'intellectualité. Et nous sommes, il y a les pages 46 et 47 qui peuvent témoigner de ce qu'on dit là. Mais quel est le rôle de la culture dans la libération d'un peuple? Très bien. Tout au début, vous avez déjà commencé par montrer comment est-ce que l'entourage ne permet pas aux chefs, aux leaders politiques de bien gérer. De bien gérer. À partir de ce moment-là, si vous n'avez pas un peuple d'intellectuels à diriger, vous donnez à toutes les libertés. Lorsque vous avez un peuple d'intellectuels, un peuple d'intelligents, où les gens peuvent réagir facilement et les gens peuvent vous questionner sur la manière dont vous dirigez le pouvoir, il vous est difficile d'avoir assez de liberté. Oui, mais Hervé Toti, pour vous, c'est quoi un leader politique qui incarne la bonne gestion du pouvoir? Qui aime son peuple d'abord. Aimer son peuple, mais tout leader aime son peuple. Vous voyez pas? Vous ne constatez pas? Non. D'accord. Quand il dit aimer son peuple, ce n'est pas du bout des lèvres. C'est à travers les actions, la reddition de comptes, la transparence dans la gestion du pouvoir politique. C'est important. Parce que le pouvoir est une chose qui appartient au peuple et non à un individu. Tout à fait. À partir du moment où le pouvoir bascule dans la main d'un individu, vous avez mis à nu le jeu d'acteur dans votre pièce. Est-ce un procédé de distanciation ou c'est de l'illusion théâtrale? Bon, nous sommes dans le renouveau théâtral. Le renouveau théâtral, on peut permettre aux spectateurs de participer, d'accord, à la représentation. Et donc, puisque nous sommes dans ce schéma-là, il a voulu accorder la place aux spectateurs. Alors, quand même, j'ai quand même une question. Allez-y, très rapidement. Il y a que le théâtre, c'est quand on représente le théâtre, quand ça passe à la représentation, c'est en ce moment que le théâtre prend vie. Alors, il y a quand même 22 personnages dans votre pièce. Oui. Est-ce que vous ne donnez pas trop de travail au metteur en scène, au metteur en scène, ou bien comment ça va se passer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? 22, c'est quand même important. Bien, quand on me pose cette question, je renvoie systématiquement au prologue. La vie, c'est un théâtre. Vous êtes d'accord? Oui. Tout de suite avant de démarrer, vous avez dit que papa est parti. Oui. Voilà. C'est ça, donc. Voilà. Ce que vous avez dit quoi? Que le rideau, à son niveau... c'est fini. C'est fermé. Donc, la vie, c'est un théâtre. D'accord? Et donc, vous avez des personnages qui défilent à travers les différents tableaux, d'accord, et qui disparaissent, un peu comme dans la vie. Il reviendra maintenant au metteur en scène de faire également son travail. Et quand vous prenez une saison au Congo d'Aimé Césaire, c'est plus de 22. C'est ça. Et parce que quand vous prenez une saison au Congo, c'est une idéologie. Oui. Et lorsque vous défendez une idéologie, facilement vous oubliez certaines choses. Voilà. Je sais que vous avez tellement bu du Aimé Césaire. Alors, une dernière question. Oui, une seule question pour finir. Pour finir. Alors, oui. La question, c'est, je voudrais... Et ce sera votre mot de votre opinion sur la vie socio-politique de notre pays. De l'Afrique ou de notre pays? Non, l'Afrique en général, et pourquoi pas notre pays? Nous sommes au Bénin. Nous sommes au Gondwana. Nous sortons du cadre de la pièce, c'est ça? Non, restons dans la fiction. Quand même, c'est la fiction, mais quand même, on peut se projeter. On peut se projeter, on peut toutefois se projeter quand même votre point de vue sur tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous en Afrique. Bon, nous sommes des êtres plus qu'imparfaits. D'accord? Nous sommes des êtres plus qu'imparfaits. À partir du moment où nous sommes plus qu'imparfaits, nous n'avons pas la perfection. Ce qui voudrait dire qu'il y a toujours des choses à corriger et qu'il faut les corriger pour que nous puissions aller de l'avant, c'est tout. Donc, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Merci beaucoup à vous, Hervé Toti. Merci, voilà, Hervé Toti. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes dramaturge, enseignant des lettres dans le lycée et collège du Bénin. Merci également à vous, Arim Lassisi, pour cette belle chronique, ce beau bulletin des informations culturelles. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine
prochaine, n'est-ce pas, Harry? Oui, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, donc. Avec le même plaisir. Avec le même plaisir, le même sourire. La vie. La vie. C'est un théâtre. C'est un théâtre. La vie, c'est donc un théâtre. Nous allons retrouver l'autre rubrique, c'est bien sûr Junior d'Afrique en un premier temps. On aura droit au bulletin des informations éducatives et la seconde sera voilà, à l'affiche de la séance. Mikey Alabi. Ma deuxième lettre. Exo le charismatique on the beat. Mon Dieu, toi et moi on doit causer. Il faut que tu m'expliques certaines choses que je ne comprends pas. Je veux payer une caisse pour le vieux. Je veux ouvrir un magasin pour la vieille. Je veux acheter une maison pour les parents. Je veux m'occuper de toutes mes petites sœurs. Je veux être frais, être clean et faire du bif. Je veux avoir beaucoup de boys et faire le bien. Je veux aider tous mes potos du ghetto. Mais toi-même faut voir. Je n'ai rien dans mes poches. Si tu me donnes un milliard, je te demande ça fait quoi? Oh. Si tu me donnes beaucoup d'argent, je te demande ça fait quoi? Les milliardaires que je connais là, bah ils n'ont pas trois têtes. Oh. Les Samuel et tout, Kevin Combrigo là, ils n'ont pas trois têtes. Oh. Donne-moi un milliard. Donne-moi un milliard. Rose Kida, la milliardaire. La est bon, la est doux. Mais qui t'a dit que c'est pas doux, non, non. Quand tu as le blé, tout le monde te respecte. Même le vieux te salue avec du respect. Lance à lanceau, ça donne beaucoup de go. Foule de petites dans ma piole. Peinture du matin, Yougo soir. La est chic, la est doux. Mais qui t'a dit que c'est pas doux, non, non. Tous les rouperos là sont versés. Matin, midi, soir, c'est pour chiller. Si tu me donnes un milliard, je te demande ça fait quoi? Oh. Si tu me donnes beaucoup d'argent, je te demande ça fait quoi? Les milliardaires que je connais là, bah ils n'ont pas trois têtes. Oh. Jean Alain Olo, Dangote Aliko là, ils n'ont pas trois têtes. Oh. Ça de parler, vous parlez. Toi tu parles. C'est toi. Toi tu parles pourquoi? Tu parles pourquoi? Merci de nous préférer, chers téléspectateurs. Nous sommes dans la rubrique Junior d'Afrique. Je vous l'avais dit à l'entame, c'est le bulletin des informations éducatives avec Romulus. Romulus Kanti, bonjour. Bonjour, Habib. Avec vous, on aura droit à l'information, aux informations éducatives. C'est bien ça. Bonjour, amis de Junior d'Afrique. Bienvenue dans cette revue des informations éducatives. Ouvrons cette revue par le message du gouvernement qui émeut tous les aspirants au métier de l'enseignement. Le gouvernement accorde une avance d'1 mois aux aspirants afin de leur permettre de reprendre le chemin des classes avec joie au cœur. Avançons à présent avec Éducation qui nous informe que les préparatifs pour la rentrée scolaire 2022-2023 vont bon train. Parlons toujours de la rentrée scolaire 2022-2023. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a rendu publique la semaine dernière la liste officielle des enseignants mutés au titre de cette rentrée scolaire. Les enseignants concernés ont reçu des notifications personnelles et devront s'apprêter pour se rendre dans leurs nouveaux établissements respectifs. Le même journal hebdomadaire va un peu plus loin et nous laisse lire la
Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CDSN CSA Bénin, a tenu également la semaine dernière à la bourse de travail son premier conseil syndical accouplé à sa rentrée syndicale de l'année 2022-2023. Au thème de cette rencontre qui a permis de faire le bilan de l'année scolaire écoulée et aussi de faire des projections pour la rentrée prochaine, la FEDESEN a rendu une déclaration publique. Cette déclaration repose sur 11 points essentiels parmi lesquels on peut citer la dotation des écoles maternelles d'équipement adéquat et le recrutement de personnel de soutien que sont les éducateurs, le paiement des primes de publication aux enseignants de l'université d'Abomey-Calavi et celle de Parakou afin de permettre à ceux qui iront à la retraite d'entrer dans leurs droits sans aucune autre formalité administrative. Nous pouvons citer également comme revendication le lancement effectif de la plateforme des aspirants et le recrutement des assistants avant la rentrée universitaire prochaine. Ces points consistent à avoir une rentrée apaisée et sans tension entre les acteurs éducatifs. Après donc ces revendications, le même journal nous informe que le gouvernement réitère son engagement à valoriser les salaires des enseignants et à augmenter les SMIG. On peut également lire entre les lignes de l'hebdo que le gouvernement promet satisfaire les préoccupations des aspirants au métier de l'enseignement. Ceci à bonne date. Information éducative mais insolite. Pour finir, un jeune homme, après l'obtention de sa licence, est allé réclamer son frais de scolarité dans l'université. Ceci s'est produit à Oyo, au Nigeria. C'est la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi. La revue est terminée, mais Junior d'Afrique continue. Merci beaucoup à vous, Romulus. Du Nigeria, nous revenons au Bénin. Et précisément sur ce plateau pour retrouver Nelly Michaï. Nelly, bonjour. Bonjour Habib, comment vous allez? Je vais bien. D'accord, je vais très bien aussi. D'accord. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à la place de Eddie Camille Koto qui va certainement nous rejoindre pour nos prochaines émissions. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Wilfried Avossez-vous. Il est professeur certifié d'histoire et géographie. Il est également conseiller pédagogique. Monsieur Wilfried, bonjour à vous. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va, je rends grâce à Dieu et j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci de vous en préoccuper. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de comment se préparer, comment élèves, enseignants et parents doivent se préparer pour bien démarrer la rentrée et pour que la rentrée soit fructueuse pour tout un chacun. La première question, je vais commencer par elle tout de suite. Les journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants tenu les 8 et 9 septembre dernier en prélude à la rentrée. C'est également tenu cette année, mais il y a une particularité en cette année. Les aspirants ont été associés à ces journées-là. Pourquoi cet état de choses? Je vous remercie déjà pour cette question. Je pense que les aspirants font aujourd'hui partie intégrante du système éducatif béninois et ils constituent une frange importante de l'ensemble des enseignants. Il est donc important de les associer à ces journées de réflexion-là, qui sont aussi, en dehors des réflexions, qui sont la première journée pédagogique que nous organisons au cours de l'année. Donc, il est important qu'ils assistent à cela pour s'imprégner des différents, des différents thèmes de la journée, mais également entrer au contact direct des différents aspects pédagogiques, puisque les thèmes des animations pédagogiques ont été débattus au cours de ces journées-là. D'accord. Et quel est l'objectif principal de ces journées pédagogiques-là? Pourquoi avions-nous instauré ces journées pédagogiques-là? Et quand on parle de journées de réflexion, forcément au terme de ces journées, il y a une conclusion. Quelle est la conclusion de cette année-ci? Oui, déjà, il faut connaître le thème. Chaque année, c'est autour d'un thème que nous réfléchissons, en guillemets. Et cette année, c'est, disons, c'est la carrière, en griffe, des enseignants. Donc, il est important que chaque enseignant connaisse un peu comment doit évoluer sa carrière depuis l'entrée
jusqu'à la sortie, c'est ce qu'il a souhaité, dès qu'il entre, qu'il puisse aller jusqu'à la sortie à la retraite, au lieu peut-être de rencontrer des difficultés de sortir avant cette retraite-là du système. Donc, il est important que chacun soit au courant de comment il pourrait évoluer dans le métier d'enseignant. Tu vois, c'est essentiellement cela qui a fait l'objet de nos réflexions les 8 et 9 derniers. Précisément le 8, puisque le 9 est consacré aux échanges pédagogiques. Donc le 8, c'est des journées de réflexion autour du thème. Et le 9, c'est les échanges autour des thèmes pédagogiques. Le planning de l'année, les cours, comment ça doit se dérouler, la répartition du programme sur chaque semaine, depuis le 19 septembre, à la date de la rentrée, jusqu'à la fin. Cette répartition a été déjà faite. D'accord. Il y a une information qui est tombée cette semaine et qui a fait couler pas mal d'encre et de salive. C'est l'information selon laquelle les AME, les aspirants au métier de l'enseignement, vont recevoir une avance sur salaire d'un mois. De ce que j'ai pu comprendre, certaines personnes étaient pour et d'autres personnes étaient catégoriquement contre. Les AME estiment que ce n'est pas une décision appropriée. Qu'est-ce que vous pensez de cet état de choses, en quelques phrases seulement? Oui, alors on ne va pas discourir ici, oui, mais juste, moi, ma conviction personnelle, c'est que le gouvernement aurait mieux fait de leur accorder simplement un mois de salaire. Puisque la rentrée, cette fois-ci, commence le 19 septembre. Oui. Nous sommes encore au mois de septembre. Et ils vont couvrir le tiers du mois de septembre. Donc, a priori, à défaut de leur payer un mois au complet, on aurait pu leur donner la moitié ou le tiers du salaire. On leur faire une avance à défalquer sur le salaire du mois de janvier ou février. Bon, enfin, ça c'est personnel. C'est un avis personnel. Sinon, ce qui aurait été bien, c'était... Donc, de toute façon, ils ont besoin de sous pour effectuer la rentrée. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Parce que faire 3 mois, disons 2 mois et demi sans salaire et effectuer la rentrée, attendre la fin du mois d'octobre pour entrer en possession. Surtout avec la crise économique actuelle. Avec la cherté de la vie, je pense qu'il était important de leur apporter une bouffée d'oxygène. Mais cette bouffée d'oxygène, d'après moi, aurait pu être plus intéressante si ce n'était pas une avance qu'on allait retirer par la suite. Mais est-ce qu'ils seront payés pour le mois de septembre? Non, pas pour le mois de septembre, par rapport aux journées pédagogiques. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il y a eu une autre service qui est sorti juste la veille ou quelques jours avant cette journée-là, qui dit essentiellement que la participation aux journées ne donne droit à aucune rétribution, malheureusement. D'accord. D'accord. Puisque, dans tous les cas, et même nous qui sommes permanents en griffe... vous avez déjà reçu votre virement depuis? Oui. Non, enfin, bon, c'est un euphémisme que de dire depuis. Puisque moi, personnellement, sur 4 primes, j'en ai reçu que 2 jusque-là. Donc, en vérité, c'est... Mais à la rencontre centrale syndicale, est-ce que parmi les résolutions, il n'y avait pas cette possibilité de payer? Paraît-il qu'ils ont dit qu'ils vont payer. Oui, ils ont dit qu'ils vont payer. Mais vous savez, le concret, quand vous ne l'avez pas encore, vous ne pouvez pas vous prononcer. Et je vous dis, mon cas personnel, sur 4 primes, j'en ai reçu que 2 actuellement encore. J'espère bien que les 2 autres vont venir pour l'instant. D'accord. J'espère bien que les 2 autres vont venir. Voilà. D'accord, donc on espère toujours pour les AME. Quelles sont les dispositions selon vous à prendre pour bien démarrer l'année scolaire quand on est déjà parent d'élèves ou élèves ou même enseignant? Voilà. Oui, je pense que nous en avons discuté également parce que, et je crois que les collègues nous ont reproché le fait que nous ayons voulu qu'ils commencent les cours dès le premier jour de la rentrée. Parce que vous savez, les années précédentes, on traînait encore 1 semaine, 2 semaines avant que les cours ne démarrent véritablement. Mais cette fois-ci, d'après le chronogramme qui a été fait, c'est que les cours doivent démarrer le 19 réglo. Et là, les collègues sont inquiétés du fait que, est-ce qu'on aura les élèves? Et d'où l'intérêt de votre question. Tout à fait. Et là, il faut que chacun puisse jouer sa partition de façon parfaite, je dirais, pour que le 19, véritablement, les cours démarrent.
il en va de l'intérêt de tout le monde. Alors, quand je dis chacun, les parents d'élèves doivent déjà, la semaine du 12, la semaine qui commence le 12, pouvoir passer dans les écoles, dans les établissements, inscrire leurs enfants. La répartition des élèves qui passent en 6e est déjà faite et envoyée dans l'établissement. Les chefs d'établissement, l'administration de l'établissement a déjà réparti ces élèves-là dans les classes. Donc il faut que les parents passent. Les enseignants de ces établissements sont déjà connus. Si, ils sont connus. L'emploi du temps. Ils ont déjà leur emploi du temps. Je vous dis, moi j'ai déjà mon emploi du temps. Et d'ailleurs, vous êtes privilégié, vous êt conseiller pédagogique. Enfin, quand même. On ne peut pas. Enfin, oui, pour la petite histoire, moi j'ai cours le lundi à 7h. Et si tout se passe bien, c'est que ce cours-là sera déroulé. Et j'ai cours avec une première littéraire. Ils ont intérêt à être là. Dans tous les cas, parce que j'espère qu'ils n'ont pas un terreau. J'espère qu'ils n'ont pas un terreau. Ma matière leur fait coefficient 3 s'ils sont en A, coefficient 4 s'ils sont en B, et coefficient 5 s'ils sont en AB. S'ils sont en A2. Alors, donc, ils ont intérêt à être là. Ils ont vraiment intérêt à être là. Vous êtes donc comme un petit dieu. Bon. Plus ou moins. Non, donc, je crois qu'il faut que chacun puisse jouer sa partition. Surtout que les parents aillent inscrire, remplir les formalités pour que les enfants aillent au cours. Je vous dis, dans l'établissement, tout est presque fin prêt, je dirais. Les emplois du temps sont déjà confectionnés. Et chaque enseignant est déjà en possession de son emploi du temps. En tout cas, moi, j'ai déjà le mien. Et dans mon établissement, tout le monde a pratiquement déjà son emploi du temps. Le conseil de rentrée est même déjà prévu avant le 19. Donc, toutes les dispositions ont été prises pour que qu'on puisse démarrer le 19, effectivement véritablement, il y a les premiers cours pour le bonheur de chaque élément du système. Oui. Bien sûr. Voilà. À part ces préparatifs techniques-là, il y a aussi le plan sanitaire qu'il ne faut pas occulter. Parce qu'on est toujours en période de Covid-19, plus ou moins. C'est vrai qu'on a déjà vécu une année scolaire avec Covid-19, mais actuellement, on veut démarrer une nouvelle année scolaire. Quelles sont les dispositions que les parents pourraient prendre et que les enseignants eux-mêmes peuvent prendre pour éviter tout problème avec ça? Oui, au niveau des parents, je pense que l'hygiène de vie commande à ce que chaque parent... Bon, on a parlé de vaccination. C'est vrai, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Mais il faut que les parents, en dehors même de la Covid-19, je crois que les dispositions sanitaires, c'est que chaque parent fait un petit checking à son enfant avant la rentrée, pour ne serait-ce que par rapport au paludisme. Vérifier si l'enfant n'a pas le palud. On fait un bilan de santé. Oui. Tout à fait. Enfin, c'est vrai, ce n'est pas dans nos habitudes intrinsèques, mais il faut que nous apprenions à faire cela. Nous pouvons contextualiser un bilan de santé. Oui. Donc, il faut que... En tout cas, ce n'est pas prétentieux de le dire. On peut même prendre des tisanes. Des tisanes, c'est possible. Bien entendu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tisanes, mais c'est vrai qu'il faut faire un peu attention avec les tisanes, parce que il y a le rein qui est parfois atteint, donc il faut faire un peu attention avec les tisanes. Mais c'est vrai, à moindre coût, on peut prendre des dispositions. Maintenant, l'hygiène corporelle, se laver les mains, je crois qu'il y a certains établissements qui sont dotés de dispositifs de lavage de mains. En dehors même de la Covid, se laver les mains, c'est purement hygiénique. Donc, je crois que nous avions même commencé en temps une campagne de lavage des mains à l'eau au savon, avant même que la Covid n'arrive chez nous. Donc, je pense que c'est... Dernière question. La toute dernière question, très rapidement. Après les dispositions sanitaires, dites-nous, quels sont les comportements que les élèves en classe d'examen peuvent adopter déjà au début de cette rentrée? C'est très important cette question. Voilà. Oui, tout élève d'ailleurs, tout élève, puisque aujourd'hui, nous faisons en sorte que les programmes soient achevés dans toutes les classes, y compris les classes intermédiaires. Et plus encore les classes d'examen. Et les apprenants en classe d'examen, ils ont intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, à commencer la rentrée déjà dès le premier jour et à ne négliger aucun cours, à étudier leurs cours quotidiennement. Au jour le jour. Au jour le jour, de façon à ne pas les accumuler pour qu'à la fin, ils se disent « Ah tiens, j'ai... comment faire pour l'apprendre ?» Parce que quelquefois, on rencontre des apprenants qui nous disent « Ah vraiment, j'apprends le cours, mais je n'arrive pas à garder. » Alors, si vous laissez
s'accumuler 200 pages, 300 pages. Forcément, dans c'est chaque difficile. discipline, à la fin, vous aurez du mal à les traiter. Donc, il faut travailler au jour le jour. Il faut faire ces exercices au jour le jour. Et il faut s'appuyer aussi sur des un peu plus anciens que soi. Lorsque vous avez des difficultés, nous les anciens, nous sommes là pour les aider, mais également leurs frères, leurs sœurs qui sont un peu en avance sur eux peuvent également les aider. Donc, c'est ce que je peux vous dire. D'accord, merci beaucoup. Merci pour nous avoir accordé votre temps. Donc, Habib. Merci beaucoup à vous. Junior d'Afrique, c'est fini, mais alors, Jeunesse dorée continue. Finalement, voilà. Vous êtes plus chroniqueuse éducative que sciences et technologies. Oui, je me sens, je suis dans mon marigot partout. Voilà. Merci beaucoup à vous, Nelly Mikaïm. Merci. À Romulus Conti. Hein? Romulus. Merci à notre conseiller pédagogique. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Nous allons retrouver la dernière rubrique de cette émission. C'est Atman Bouba qui va nous parler de IA et Metaverse. Quel avantage, quel avenir pour le Bénin? C'est après une poignée de secondes. On peut boire. C'est rien dans ton jet, donc donne-moi un milliard. Hey. Chers téléspectateurs, paraît-il que j'ai écorché alors le thème. Je vais passer la parole à Atman qui va bien prononcer son thème. Hein. Ah, merci bien, Habib. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler de l'IA. Voilà. Nous allons parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, ce qu'il faut annuler, c'est votre rubrique qui vous sort de l'électronisme. Et pour parler de l'IA, aujourd'hui, nous avons avec nous un développeur spécial de la question. Il est ingénieur, logiciel et gestionnaire de projets digitaux, Monsieur Marie Parisius Wessou, si je peux cocher le prénom. C'est bien ça, Marie Parisius. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons du Web 3.0. Et avant de commencer, dites-nous déjà très rapidement, un ingénieur logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, un ingénieur logiciel est avant tout ce qu'on appelle communément un informaticien qui a pour objectif dans son métier de tous les jours de créer des solutions à des problèmes réels, donc de donner des solutions digitales à des problèmes réels à travers la création d'applications ou d'interfaces numériques. Donc ces interfaces pouvant être des applications mobiles, applications web, mais il conduit le projet de bout en bout, c'est le développer et c'est le mener à bien. Y compris même dans le domaine de la santé, ainsi Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'intelligence artificielle. Dites-nous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Déjà, j'aime bien, en fait, la définition de l'intelligence artificielle est aussi ambiguë que la définition du marketing. Il y a plusieurs maisons de pensée et moi, je m'accorde pour les nuls. L'intelligence artificielle, c'est la capacité la possibilité de donner à l'ordinateur la capacité de limiter un tant soit peu l'intelligence humaine. Donc l'intelligence artificielle, c'est ça, permettre à un ordinateur, une machine électronique, de pouvoir penser, de pouvoir faire des analyses telles qu'on le ferait avec notre intelligence en tant qu'humain et de pouvoir fournir des résultats. Donc comprendre, analyser, résultats. Et donc là, c'est bien fait que la machine serait en mesure, serait capable de réfléchir comme un humain. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment possible qu'une machine réfléchisse comme un humain? Le but, c'est vraiment d'atteindre l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, déjà, c'est complexe.
pour ceux qui étudient le cerveau, qu'on définit souvent comme la base de l'intelligence artificielle, ce n'est pas déjà aisé de comprendre comment tout le cerveau fonctionne. C'est encore une zone connue, mais aussi très inconnue. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui se repose sur ce qu'on connaît déjà. Par exemple, à la base, on parlait juste d'algorithmes de graphes, de théories de graphes, où il fallait chercher des possibilités dans un arbre de possibilités, quelle que soit la taille, et élaguer des possibilités. Aujourd'hui, on vous parle de réseau de neurones. Et quand je vous parle de neurones, on parle, vous vous rappelez, les neurones sur l'être humain, c'est dans le cerveau, qui font un peu les ramifications de notre cerveau pensant. Donc, on essaie d'imiter déjà aujourd'hui un réseau de neurones qui pourra avoir un jeu de données, analyser des données, les classer, les conceptualiser et en sortir des résultats. Donc, est-ce que c'est possible d'imiter l'intelligence humaine? Possible, oui. Mais à quel horizon, aujourd'hui, on ne saurait le dire. D'accord, mais la question peut demeurer toujours, puisqu'on dit en fait que ce qui différencie l'humain des animaux, c'est en fait la raison. Donc, est-ce qu'une machine pourrait vraiment avoir la raison? Donc, on reste en fait dans le bénéfice du doute, en fait. Oui, on va mettre un peu le bénéfice du doute, parce que quand on doit définir la raison de manière métaphysique ou de manière comme les philosophes, ça me rappelle un peu les cours de philosophie au collège. Si on doit définir la raison, on sait qu'il y a une raison logique. C'est-à-dire quoi? Je sais que aller vers quelqu'un, le poignarder par exemple, c'est mauvais. C'est comme A moins B égale à un résultat donné. Ça, c'est de la logique. Les bases de l'ordinateur, les bases des algorithmes sont passées de la logique. Raisonner de manière logique, oui, on peut conférer à un ordinateur. Donc, il peut raisonner intelligemment de manière logique tant que les résultats sont de manière limitée. Mais lorsqu'il s'agira, par exemple, de faire une voiture intelligente qui suit la voie, pourra se retrouver dans un cas d'accident où il devra, par exemple, choisir de renverser une maman et son enfant, et choisir de renverser plutôt, de cogner une autre voiture, ce qui pourrait entraîner une série de décès. Là, ça devient de plus en plus compliqué. On essaie de s'en rapprocher avec l'intelligence artificielle, mais raisonner tel qu'un humain encore, les algorithmes ne sont pas encore totalement capables. Donc, ce qui fait en fait qu'il faut toujours, il y a tout le bénéfice du doute qui est là. Toujours. Là, dans votre développement, le concept algorithme est revenu à plusieurs reprises. C'est quoi alors un algorithme? Un algorithme a une suite d'instructions finies pour régler un problème donné. Donc, exemple, je voulais venir tout à l'heure ici à iTélé. Vous m'avez envoyé une indication derrière ISMA. Donc, je prends la voie qui quitte chez moi. Si quelqu'un dit, je prends la voie, je continue, j'ai en fait une série d'instructions, aller à gauche, aller à droite, jusqu'à venir à ISMA. De point de repère. Donc, si je devais indiquer à quelqu'un, par exemple, après l'ISMA, vous prenez 2 rues à votre droite. Ça, c'est un algorithme. C'est un ensemble d'instructions finies pour parvenir à un résultat. Donc, est-ce à dire en fait que les algorithmes sont des IA ou bien c'est juste des éléments qui concourent en fait à la réalisation, à la conception des intelligences artificielles? Déjà, les algorithmes ne sont pas des IA parce que, comme je vous l'ai dit, un algorithme qui permet de tracer le chemin n'est pas forcément une IA. On connaît le résultat. Les algorithmes servent à construire des intelligences artificielles. Toute intelligence artificielle, tout agent intelligent, comme on l'appelle chez nous, c'est d'abord des algorithmes qui tournent derrière afin d'effectuer un résultat donné. Et ça peut évoluer. En fait, le caractère intelligent vient quand la machine est amenée à penser, à raisonner de manière logique pour définir un résultat qui n'était pas forcément donné à la base. Parce qu'un algorithme qui donne le chemin, il sait qu'il existe pour donner le chemin. Même s'il commence à faire d'autres calculs, voilà, le chemin le plus court pour arriver au point, c'est un algorithme. Il a une finalité. Il y a aussi une finalité, mais il doit analyser un peu plus. D'accord. Et donc, comment alors est déployé en fait? Quelle est la technologie de l'intelligence artificielle? On sait dire que ça se base sur des algorithmes et tout, mais est-ce qu'il y a une technologie particulière pour l'intelligence artificielle? Parce que quand on parle en fait de l'intelligence artificielle, on pense beaucoup plus aux robots aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement les robots? Non. Déjà, je vous ai parlé d'agents intelligents. Lorsqu'on développe une IA, on ne développe pas, en fait, vous n'utilisez pas l'IA, vous en utilisez un agent. Un agent, c'est vraiment comme un commerce. On peut parler dans le thème d'un commercial, par exemple. Un commercial qui vend un produit donné, il vend le produit pour une boîte donnée. D'accord? Donc, l'IA, après avoir mis en place un algorithme qui permet d'imiter l'intelligence humaine, on en sort des agents.
et des agents de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne va pas dire que l'intelligence artificielle, sur quelle technologie elle se repose, c'est en elle-même une technologie, d'accord, qui a beaucoup de fondements mathématiques. Et une IA, comment ça se déploie sur, où on peut comment ça se déploie, si je pense que c'est bien ça. C'est bien ça. Comment déployer? Déjà, aujourd'hui, on déploie tous nos algorithmes sur des ordinateurs. Et quand on a besoin de joindre plus de personnes, on commence à utiliser des serveurs. Aujourd'hui, on a les groupes tels que Google, Facebook, Amazon, etc. Les GAFAM. Les GAFAM. Et même des indépendants, beaucoup d'indépendants. Au Bénin, on a par exemple MyFi, on a d'autres sociétés, on a du Mixer. Tout ça qui crée des agents intelligents. On les déploie sur des serveurs et on vous donne une interface qui permet de communiquer avec elles. D'accord. Alors, est-ce qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne coupe pas en fait vers la perte de l'emploi? Est-ce que l'IA n'est pas en fait une menace à l'emploi? Ça, c'est une question très intéressante qui revient malheureusement un peu, ou heureusement très souvent. Et il faut éclaircir 2 points. À chaque moment de l'évolution de l'humanité, il y avait des emplois donnés. À la base, on avait des gens qui faisaient la cueillette. On avait des gens qui faisaient le tri, on avait, etc. C'était peut-être pas des emplois, c'était pas nommé emploi à la préhistoire, mais tout ça a commencé à disparaître petit à petit au profit de l'automatisation, au profit de la machine ou au profit de moyens permettant d'aller plus vite. L'intelligence artificielle ne vient pas en tant que menace pour l'humanité. Les chercheurs, les mathématiciens, les informaticiens, les développeurs, programmeurs que nous sommes et qui amenons aujourd'hui les gens à créer des agents intelligents, le but premier, c'est de répondre aux besoins humains de manière un peu plus rapide et automatisée. D'accord? Et quand on vient dans ce point-là, est-ce que c'est une perte de l'emploi? La cueillette existait. Tout le monde ne fait plus la cueillette aujourd'hui. Malgré ça, nous avons des fruits qui sont cueillis. N'est-ce pas? Donc, et ces personnes qui faisaient la cueillette, est-ce que c'est fini? Ils n'ont plus rien fait de leur vie? Non, on se reconvertit. La plus grande force de l'humain, c'est l'adaptation. Et c'est cette adaptation qu'il faut souvent voir. L'intelligence artificielle viendra peut-être remplacer des serveurs dans un bar. Mais ça veut dire quoi? Si elle fait disparaître un emploi, elle en crée un autre. Il faudra quelqu'un qui va manager cette intelligence artificielle, savoir comment elle doit raisonner pour que la prochaine fois qu'un client vient et elle lui dit « nous n'avons pas du jus de mangue », il puisse lui dire « patientez quelques minutes, nous allons préparer du jus de mangue et vous le fournir ». D'accord, donc ce qui veut dire en fait qu'une fois que l'intelligence artificielle évolue, les emplois qui sont menacés, les détenteurs de ces emplois sont contraints en fait de se réorienter, voilà, de se réadapter en quelque sorte pour se mettre à jour. D'accord. Alors, on est au Bénin, mais est-ce que vous pensez en fait que l'intelligence artificielle a vraiment une place, a vraiment un truc à apporter au Bénin? Okay. Pour comment si le Bénin peut vraiment se retrouver dans le Conseil des Nations à l'aide de l'intelligence artificielle? Ok, donc cette question est très intéressante et c'est l'une des choses qui me motive tous les jours à réfléchir sur des IA, travailler sur de la réalité virtuelle automate. Le but de l'intelligence artificielle n'est peut-être pas statué par nous, mais en tant que nation, on va dire nation sous-développée ou bien nation émergente, nous avons à capitaliser sur des choses où nous pourrons apporter notre expertise. Avant, on disait que le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Je n'en sais rien. Par contre, nous avons vu des puissances émerger qui étaient moins développées que le Bénin. La Chine. Elle a bâti peut-être son économie, son évolution sur de l'espionnage, de la recherche de comment les autres font, de la copie. Aujourd'hui, les Chinois sont capables de créer. Et vous allez remarquer que ce n'est pas tout. L'Inde aujourd'hui est dans un contexte où presque tous les GAFAM ont des dirigeants qui sont indiens. Il y a clairement une stratégie. La France, pays colonisateur du Bénin, il y a 2 ans ou 3 ans, décrété que la France était en retard sur le point de vue technologique. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté le cap de l'intelligence artificielle. Il y a totalement une aubaine pour les pays émergents, où nous avons de la tête pensante. Il faut réfléchir, créer des solutions. On dit souvent, quand vous allez dans les forums où il faut chercher des investissements, on vous dit souvent, si vous arrivez à régler un problème existant en Afrique, alors vous pouvez attaquer le monde. Parce que la plupart des problèmes qui sont en Afrique ne sont juste qu'une petite partie des problèmes que le reste du monde en place.
Donc, alors, il a clairement un avantage pour le Bénin, mais avec notre contexte actuel, l'analphabétisme, l'électronisme, la population qui est majoritairement analphabète, en fait, est-ce que ça peut vraiment porter pour le Bénin? Oui, ça peut porter déjà en réglant le problème de l'analphabétisation. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des Béninois, des amis comme Bonaventure Dossou, qui est actuellement, il bosse actuellement pour Google, c'est un Béninois. Ok, un Béninois qui bosse pour Google. Oui, un Béninois qui bosse pour Google. Il a commencé ici au Bénin. On a commencé à l'IFRI ensemble. Il est allé en Russie et tout. Mais il a créé quoi? Un algorithme qui permet de traduire, un algorithme intelligent qui permet de comprendre le langage fond et de vous le traduire en français. Sur Google Translate aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de traduire du fond vers le français ou du français vers le fond. Mais lui, il a déjà réalisé. Algorithme qui est très utilisé. MyFi est une société béninoise aussi qui en fait. Donc, régler déjà le problème de l'analphabétisation et ensuite attaquer des problèmes comme des problèmes sanitaires, des besoins sociaux. Tout ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle qui nous permet d'aller. Et donc, très rapidement, vu que le temps est parti. En 4 minutes. En 4 minutes, même en 2 minutes, dites-nous, comment et où se former en intelligence artificielle? Où se former en intelligence artificielle? Déjà, Dieu merci, nous avons des centres de formation adaptés. Aujourd'hui, nous avons l'IFRI, pour ceux qui le désirent. L'IFRI veut dire? L'IFRI, Institut de formation et de recherche en informatique, à l'UAC sur le campus. J'en suis issu de la première promotion de licence, où vous pouvez aller vous faire former en génie logiciel et vous apprendrez aussi énormément un rayon sur l'intelligence artificielle. Nous avons la chance d'avoir une école internationale, telle qu'Epitech, qui forme beaucoup d'étudiants du Bénin aujourd'hui, après le bac, pour des métiers du futur, donc des métiers dans l'intelligence artificielle. Nous avons des centres de formation. Oui, on ne va pas citer les noms. Voilà, pour éviter la publicité. Eh bien, chers amis, ce sera tout pour Kiff Numérique. Aujourd'hui, vous avez compris, l'IA a vraiment c'est vraiment une opportunité pour le Bénin. Nous devons en fait nous mettre au pas. Ce n'est pas également une menace pour les emplois. C'est plutôt toujours une aubaine également, puisque ça permet de se réadapter et de se reconvertir professionnellement. Eh bien, cher Habib, ce sera tout. Moi, je te retends la pêche pour la suite de l'émission. Merci beaucoup, Atman Bouba, pour votre chronique. Merci également à notre cher invité. Vous rentrez bien, n'est-ce pas? Exact. Merci aussi à nos chers téléspectateurs qui ont passé 1h30 avec nous pour suivre cette émission de bout en bout. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut.